En tournée euro-américaine, Washington, Londres, Paris, Bruxelles, que dit-il à ses interlocuteurs? Démission du président Félix Tshisekedi, par quel mécanisme pense-t-il l'obtenir? Face à face spécial, je reçois ce mardi 8 avril, après le journal de 19h, Délice Sanga Ipungu, président du parti En Vol. Rediffusion mercredi 9 avril, après le journal de minuit, après le journal de 7h. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous, votre rendez-vous face à face spécial, avec aujourd'hui un ancien candidat à l'élection présidentielle, doublement élu député national. Il ne l'est plus aujourd'hui. Président du parti En Vol, notre invité est en tournée euro-américaine. C'est ici à Bruxelles que nous le rencontrons, mais il a déjà séjourné à New York, à Washington, à Londres et après Bruxelles, il sera à Paris. En tournée d'explication, de prise de contact, Monsieur Délice Sanga Ipungu, bonjour. Bonjour Christian. Ou en tournée pour accuser le régime? On n'accuse jamais le régime. Le régime, on le décrit tel qu'il est. Il n'a pas besoin d'accusations supplémentaires pour ce qu'il est. Mais notre pays est dans les concerts des nations. Et le sort de nos populations, de notre pays, ne dépend pas que du Congo, dépend aussi de la solidarité et de la compréhension que nos partenaires ont de sujets qui nous concernent. Alors, de cette solidarité, c'est quoi? Vous voulez faire que ces partenaires appuient, un peu comme ce que demande le gouvernement aujourd'hui, appuient plus le pays qui est agressé en son flanc oriental par le Rwanda? Le Congo s'effondre d'abord de ses propres contradictions internes. Ensuite, il y a cette agression, effectivement, que tout le monde reprouve, condamne, y compris au niveau international. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est de savoir comment trouver une paix durable et une stabilité à la République démocratique du Congo. Ça fait plusieurs décennies que cela dure et plusieurs années qu'il faut aujourd'hui chercher des solutions qui tiennent pour la suite et pour l'avenir. Pour qu'on comprenne bien, c'est les Congolais qui cherchent des solutions ou ce sont vos interlocuteurs qui cherchent des solutions? Ce sont eux qui consultent ou c'est vous qui consultez? Vous savez que dans cet échange, tout le monde est au chevet du Congo. Le sujet Congo est sur tous les agendas importants, aussi bien en Afrique qu'à l'international, en bilatéral comme en multilatéral. Et tout le monde est conscient de la crise et de l'impact que cette crise peut avoir sur la région. Et nous, comme Congolais, ça fait des années que nous ne cessons de tirer la sonnette d'alarme sur la dégradation continue de la situation politique interne et de la dégradation de la situation de la sécurité dans la sous-région. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés à une crise beaucoup plus grande que par le passé, si bien qu'il faut trouver, mais très rapidement, avec urgence, les solutions à nos problèmes. En quoi elle est beaucoup plus grande? Dans le passé, il y a eu en 96 le président Mobutu qui est défenestré par l'AFDL. En 98, le pays a été divisé en trois et depuis, on a essayé, tout s'est arrêté, on va dire, dans la région ou dans les provinces nord et sud Kivu. En quoi aujourd'hui, tout cela vaut tournée euro-américaine, tout cela est plus important pour que Délice Sanga se dise « Non, il faut consulter, il y a péril dans la demeure, la situation est pire que ce qu'elle était hier ». Vous savez, depuis l'accord de Lusaka en 1999, il a été mis en place un processus pour résoudre la crise qui s'était fait jour à la suite du génocide au Rwanda en 1994, mais aussi surtout depuis la chute du régime Mobutu. Cette solution comportait deux volets, un volet interne où il fallait restaurer la légitimité des institutions internes, reconstruire le Congo comme État, parce que, comme vous l'avez bien dit, le Congo était divisé entre plusieurs groupes armés. Et ensuite, il y avait une question sous-régionale à laquelle il fallait trouver une solution de paix parce que les mouvements de population, les mouvements armés qui attaquent les uns les autres, il fallait y mettre fin pour trouver finalement un équilibre stable afin que le développement, aussi bien au Congo que dans la région, puisse se faire jour. Et donc, en 1999,
Après l'accord de Sun City, le nouvel ordre politique qui a été déployé a créé une stabilité qui a réduit, si vous voulez, de manière continue la zone des conflits. Et l'unité du Congo a été reconstituée en réunifiant l'ensemble du territoire national, comme vous le savez, au cours de ce long processus. Et de l'autre côté, les groupes armés ainsi que les troupes armées étrangères ont toutes quitté la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons à nouveau des pays qui ont leurs troupes armées sur le territoire national. La situation du conflit fait qu'une partie importante, en tout cas plus que sur le 10, 15, 20 dernières années, échappe de nouveau à l'autorité du pouvoir central avec une escalade que nous ne pouvons plus nous cacher et à laquelle il faut mettre fin. Et donc, dans ces conditions, je dis que la crise telle que nous la connaissons aujourd'hui est beaucoup plus importante. Oui, mais qu'est-ce que vos interlocuteurs vous disent ou qu'est-ce que vous demandez aux interlocuteurs de faire quoi? Vous avez notamment déclaré que le président Tshisekedi doit démissionner. Est-ce que c'est votre demande auprès d'eux? Qu'est-ce que vous leur demandez? Qu'est-ce que vous leur dites? Non, ce que nous demandons, c'est qu'il faut regarder les problèmes congolais tels qu'il est. Pendant les dernières années, nous nous sommes limités souvent à la façade institutionnelle. On a considéré que dès qu'on a une élection bien ou mal faite, ficelée dans la fraude et tout le reste, ça suffisait à créer de la stabilité parce qu'on avait une façade institutionnelle. Mais on ne s'est pas intéressé aux questions importantes que nous avons relevées, notamment dans notre projet sur la refondation du Congo, visant à restaurer un État viable en République démocratique du Congo, qui passe donc par une administration qui contrôle effectivement le territoire, une armée, une police, une justice qui fonctionne, mais également une gouvernance économique et financière qui soit à l'écoute de l'intérêt général et du sens du bien commun des Congolais. Ces questions-là ont été très souvent absentes, évanescentes pour nos gouvernements. Et sur les 7 dernières années, laissez-moi vous dire que on a vu une dégradation complète de la situation en dépit des ressources importantes mobilisées. Et puis, de l'autre côté, il a été question du soutien d'accompagnement de la part de nos partenaires. Et donc aujourd'hui, quand nous allons voir nos partenaires, les partenaires du Congo, pour discuter avec eux, c'est pour leur donner la lecture que nous avons du contexte. Et ensuite, du rôle qu'ils peuvent jouer dans la résolution de cette crise. Il ne vous a pas échappé que, aussi bien aux Nations Unies qu'à l'Union africaine, un certain nombre d'initiatives dans les organismes sous-régionaux sont lancées pour trouver une issue à cette crise et nous devons partager donc les idées là-dessus. Vous êtes d'accord avec ces mécanismes ? Je pense qu'aujourd'hui, il y a une initiative qui, pour le moins, a l'avantage d'être beaucoup plus claire et strictement congolaise, celle qui est menée par l'ECC et la CENCO. Elle peut constituer, de mon point de vue, un point focal pour pouvoir engager un vrai processus de discussion en interne, résorber les problèmes des crises internes et ensuite voir également au niveau de la sous-région comment est-ce que nous pouvons discuter des questions d'intérêt commun en matière sécuritaire. Votre parti, vous l'avez dit, Envol apporte un soutien total à l'initiative de la CENCO et de l'ECC. On va y revenir. Donc, ce que vous dites à vos interlocuteurs en Europe et aux États-Unis... J'allais oublier une question que vous avez posée. Vous avez posé la question sur la démission. J'ai dit ceci, que la démission du chef de l'État était un des mécanismes prévus par la Constitution pour la cessation des fonctions de celui-ci. Donc, ce n'est pas une question de tabou. C'est à lui d'évaluer au regard des performances qu'il a ou des capacités qu'il a à conduire le pays, si oui ou non il est toujours en capacité de le faire. Et donc, s'il ne le fait pas aujourd'hui, c'est qu'il pense qu'il est capable de le faire et vous vous en tenez à ça? Écoutez, tel que je vois les choses, j'ai l'impression que les choses vont plutôt à la dérive. Et donc, j'ai réagi à votre propos, c'est à lui
c'est lui le seul juge. Mais la démission, c'est une décision personnelle. On ne démissionne pas quelqu'un. D'accord, mais donc c'est lui le seul juge et ce n'est pas de sa démission que vous parlez avec vos différents interlocuteurs à l'étranger. Non, il n'est pas question d'aborder avec nos interlocuteurs de sujets qui concernent, qui sont des sujets strictement internes au Congo. La démission est une matière constitutionnelle clairement définie. Le président de la République peut mettre fin à son mandat par le biais d'une démission. Donc votre tournée, c'est ni paternalisme, ni plainte à l'extérieur, ni demande de changer la RDC de l'étranger autrement qu'un soutien ou un accompagnement. Je répète vos mots pour ce qui a été votre programme. Vous avez été candidat à l'élection présidentielle pour restaurer un État viable, une administration, une armée, une police et une bonne gouvernance. Parce que je pense que le filet sécuritaire ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. Ce n'est pas parce qu'on parle de la sécurité sous-régionale qu'on considère que le problème que nous avons, il est régional et qu'en interne, il n'y a pas de problème. Il y a sujet en interne. C'est-à-dire que tant que le Congo restera cet État non viable, où règne la corruption, où règne l'arbitraire, où règne la violation des lois, où règne la violation de la Constitution, où il n'y a ni armée, ni justice, ni service de renseignement qui fonctionnent correctement, je peux vous dire, le cycle des violences sera entretenu. Il faut voir bien dans la violence que nous avons aujourd'hui, dans l'effondrement que nous observons aujourd'hui de l'État congolais, l'absence d'État, l'absence des réformes suivies pour pouvoir redresser la situation. Et donc nous pensons que ces questions-là sont de la responsabilité des Congolais. Et vous savez, pour nous, du point de vue de l'analyse, l'accord cadre d'Addis Abeba qui avait fixé un contexte, je veux dire, au niveau interne, en identifiant les sources des problèmes que nous avons internes, en identifiant les réformes qu'il fallait faire en matière de la décentralisation, en matière de la justice, en matière du sous-secteur sécuritaire, avait clairement indiqué la voie qu'il fallait entreprendre pour que le Congo soit fort. Dans le concert des nations, dans les relations entre États, on ne peut pas exclure qu'il y ait des États à un moment ou à un autre qui aient tendance à profiter de la faiblesse d'un autre pour nuire à sa souveraineté ou à l'intégrité de son territoire. Ce qui est le cas du Rwanda aujourd'hui. Voilà. Le seul cas, le seul instrument qui permet d'assurer et de garantir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire, c'est d'avoir une armée, un outil de défense dissuasive, avec une crédibilité suffisante pour pouvoir adresser les différentes menaces. Ce que j'observe aujourd'hui, c'est que vous avez aux portes de Kinshasa les Mobondo, vous avez des conflits ici et là, vous avez la violence urbaine dans les différents milieux qui fait régner la terreur sur nos populations sans que l'État ne soit en mesure d'aborder des questions. Ça me paraît beaucoup plus important que tout le reste. C'est l'étape première pour pouvoir restaurer la paix et la sécurité nationale. Étape première, vous dites. Mais qu'est-ce qu'on règle d'abord? L'agression de l'Est ou ce problème de gouvernance? Il faut une approche holistique. Il faut une approche d'ensemble, une approche globale. Il ne faut pas dissocier, il ne faut pas séquencer. Oui, c'est-à-dire que les solutions que l'on doit apporter, aujourd'hui, on a vu qu'une issue militaire n'est garantie par la paix. Aujourd'hui, il n'y a pas d'issue militaire à la crise que nous vivons. Et c'est pour ça que vous avez une démultiplication, parfois fâcheuse, parce que sans coordination entre les différentes initiatives, ça nuit. Trop d'initiatives nuisent à la clarté de la solution que nous connaissons. Et donc, aujourd'hui, la solution diplomatique, la solution négociée sur la question de l'Est semble s'imposer comme étant une voie. Mais en même temps, en interne, les discussions qui doivent être menées. Mais il ne faudrait pas se reposer là-dessus, considérer que lorsque l'on aura résolu la question militaire, du retrait de toutes les troupes, je dis bien de toutes les troupes étrangères qui sont sur le sol national, et nous pourrons revenir sur ce sujet, rwandaises ou ougandaises, toutes doivent quitter, rwandaises, ougandaises, et tout ça, et mercenaires, tout ce que le régime a amené en désordre sur le territoire national doivent quitter, parce que les Congos doivent
les Congolais doivent être responsables de leur propre sécurité. Et en ce moment-là, nous sommes à mesure, comme Congolais, ayant repris conscience de ce que sont les exigences de la paix et de la sécurité, engager les réformes nécessaires à la refondation de notre pays, à la réforme de l'État. Faute d'armée, faute de structures à même de nous protéger, on fait quoi aujourd'hui? Vous dites que tout le monde doit partir, tout le monde doit sortir. Admettons que tout le monde sort, les Rwandais pourront revenir du jour de la sortie. Je reviens à la priorité. Où est-elle? Aujourd'hui, la priorité, c'est que les Congolais trouvent une cohésion entre eux, oui, mais cette cohésion retrouvée ne fera pas partir le Rwandais, de un. Et pire, ces Rwandais, puisqu'ils en profitent, on a beaucoup parlé de guerre des minerais, ces Rwandais vont tout faire pour que cette cohésion n'arrive pas. Par rapport à tout cela, position du président du parti Envol, Délicé Sanga. J'aime pas la logique quand on dit prioriser, parce que tout est prioritaire. Je considère qu'il est aussi prioritaire d'avoir une armée et de commencer ce travail, qu'il est prioritaire d'avoir une justice qui fonctionne dans notre pays. Il est tout aussi urgent de demander et d'obtenir par la voie de la négociation le retrait des troupes étrangères sur le sol national. Ces troupes étrangères qui, une fois que nous aurons recouvré notre truc, vont nous laisser la solution. Vont nous laisser nous réorganiser. Non, on doit se réorganiser. Mais vont nous laisser nous réorganiser. Il est évident que dans le cas de la solution qui devra être trouvée, il y a des mécanismes de confiance qu'il faudrait retrouver au niveau de la sous-région parce que les acteurs doivent se parler. On ne pourra pas déplacer les frontières, on ne pourra pas déplacer les pays avec lesquels nous partageons des années et de relations, même si elles sont tumultueuses. Et puis de l'autre côté, il va s'imposer, et je pense que la communauté internationale a eu tort à un moment donné de lever comme ça sans condition la MONUSCO, une force qui devra être déployée de toutes les façons. Ils sont apparemment en train de revenir. Au pouvoir. Ils sont apparemment en train de revenir d'ailleurs. Donc il faut remettre cette force. À l'époque, vous savez, quand nous avons levé la voix contre le départ que nous considérions comme précipité, la MONUSCO. On nous a dit, écoutez, nous avons grandi, nous savons faire et tout ça. Bon, aujourd'hui, on y revient. Il faudrait une force qui soit déployée avec un format, des règles d'engagement beaucoup plus claires, un mandat beaucoup plus clair, un plan de désarmement qui soit robuste et permette, si vous voulez, de réinsérer de manière effective les forces qui sont démantelées, mais aussi changer d'approche. Parce que pendant longtemps, on a dû considérer que la sécurité de certains pays limitrophes était tributaire de la faiblesse du Congo. Aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que le Congo a besoin d'un outil de défense qui soit dissuasif et crédible, et que le Congo doit être responsable en premier de la sécurité de son territoire. Et ce qui est fort regrettable, j'étais encore au Parlement à l'époque, c'est que les crédits à la défense nationale ont été augmentés, l'embargo a été levé, mais l'embargo sur les armes. Demande d'information toujours présent. Hein. Oui, bien. Ça veut dire que voilà. Tout le monde sait ce qu'on a. Oui. Mais la situation est meilleure qu'avant. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous ces outils n'ont pas été utilisés de manière adéquate pour pouvoir foncer sur une vraie réforme du sous-secteur sécuritaire, mais ils ont servi à d'autres objectifs. On voit les articles qui sont publiés aujourd'hui sur les détournements, les commissions sur les marchés d'armement et ainsi de suite. Et donc on a perdu, une opportunité, on a perdu des ressources pour pouvoir faire. Alors comme il n'est jamais trop tard pour faire, il faut se ressaisir dans le cadre de ces discussions pour pouvoir remettre les choses en droite ligne, avec un travail en interne fort qui affirme cette pleine responsabilité de la République démocratique du Congo en matière de la sécurité. Tout cela, c'est nos propres efforts. Ça ne me dit toujours pas ce que vous demandez
en clair à tous vos interlocuteurs que vous voyez au cours de cette tournée euro-américaine. Vous leur demandez quoi? De nous accompagner? Non. Oui, je veux soulever. La MONUSCO, qui les aide au renforcement de la MONUSCO, qui nous aide à renforcer notre justice? Non, dans le cadre de ce plan qui est global, il faut aider non seulement que le Congolais puisse discuter entre eux, que dans les solutions qui sont recherchées, dans la coordination des initiatives qui se font au niveau international, que le point focal soit plutôt celui de l'ECC SENCO, parce que c'est l'initiative la plus approuvée par tous. Plus que Luanda-Nairobi? Plus que Luanda et Nairobi? Plus que Luanda et Nairobi, je veux dire, dans le sens où cela peut se greffer sur ce qui est en train d'être fait par l'ECC et la SENCO. Deuxième élément qui est important, c'est que cet accompagnement doit intégrer la nécessité qu'à l'issue du retrait des troupes étrangères sur le sol congolais, il faut redéployer une force à l'est du pays. Et troisième chose, il faut que dans le dialogue au niveau de la sous-région, il faut renforcer les mesures de confiance et des garanties, notamment pour exclure toute possibilité de soutien des proxys qui déstabilisent chacun des États de la sous-région. Qu'en bâtissant cette confiance, on en arrive à une sécurité collective qui intègre tous les enjeux et qu'on puisse regarder aussi bien les enjeux économiques, les enjeux politiques, les enjeux de la migration, de la circulation des biens des personnes. Et il serait d'accord de nous aider à refaire notre armée? Je pense que beaucoup de nos partenaires sont conscients de ce que l'instabilité du Congo représente une instabilité beaucoup plus grande et non pas une garantie de sécurité pour les Congolais eux-mêmes, mais aussi pour tous les pays de la sous-région. Et donc, que la voix du Congo soit encore entendue aujourd'hui et soit de plus en plus entendue, me paraît être quelque chose d'essentiel pour cela. Accompagner CC5O, redéployer la MONUSCO, aider à faire une armée. Nulle part, je vous ai entendu parler du nœud du problème. Peut-être l'organisation d'une filière pour eux, d'approvisionnement en minerais. Non. Parce que je pense qu'il faut prendre la question. Parce que c'est ça le problème aussi. Non, j'ai dit. Le Congo est un pays enclavé. Ok, on dirait semi-enclavé parce que nous avons notre sortie sur l'océan. Donc, mais la partie est de notre pays est une partie enclavée. Et donc le commerce de biens, de personnes, l'exportation va d'un point de vue logistique transiter par les corridors qui passent par les pays voisins. Et donc, ce n'est pas une question qui date d'aujourd'hui, elle date depuis que le Congo existe, avant même que le Congo ne soit créé. Les mouvements de biens, les commerces de biens, toujours transités par ces pays voisins. Il faut organiser ces filières. Mais ensuite, moi, je crois qu'il ne faut pas déplacer les problèmes. Déplacer les problèmes, c'est quoi? C'est considérer que la question minière, la question de nos richesses, se pose uniquement à l'Est. Uniquement à l'Est? Non, se pose uniquement sur la partie des transactions avec le Rwanda. Ce que nous avons, par exemple, comme ressources minières sur le Katanga représente, disons, 90% de nos ressources. Comment est-ce que cela est géré? Par où est-ce que ça transite? Comment est-ce qu'on gère l'approvisionnement, les chaînes logistiques? Et donc, je pense qu'il faut poser la question d'un point de vue global, regarder la question économique d'un point de vue économique et regarder la question politique d'un point de vue politique et sécuritaire et prendre les initiatives qui intègrent dans les différents corbeilles ces différentes questions. Une corbeille sur les questions économiques et financières des relations que nous avons dans la sous-région, une corbeille sur les questions sécuritaires et politiques qui intègrent les questions des migrations, les questions de circulation des biens et des personnes, et qui intègrent les questions liées à la gestion préventive des menaces dans la sous-région, excluant notamment le soutien à des groupes jugés déstabilisant ce que l'on appelle les proxys contre les uns et les autres. Tout cela, il faut pouvoir le bâtir, mais dans un cadre d'une paix globale. Et cette paix globale, nous en avons besoin
pour assurer le développement de notre pays et le développement de la sous-région. Nous en avons besoin depuis longtemps, mais aujourd'hui, vous pensez ou vous croyez que tous ceux que vous croisez ou que vous avez rencontrés qui sont au fait de toutes les informations que vous leur donnez sont de meilleure foi, peut-être parce qu'aujourd'hui, Paul Kagame est de moins en moins fréquentable ou pour d'autres raisons. Qu'est-ce qui fait qu'ils feraient aujourd'hui ce qu'ils n'ont pas fait depuis 30 ans ? D'abord, c'est injuste de le dire qu'ils n'ont pas fait ça depuis 30 ans. Si vous prenez l'effort que la communauté internationale, rien que sur le déploiement de la mission des Nations Unies dans notre pays a coûté, c'est plusieurs dizaines de milliards de dollars. Oui, mais c'est plusieurs dizaines de milliards de dollars pour une efficacité qui a été par eux-mêmes remise en question. Le président Trump a été clair sur ce sujet. Ils ont fait une partie du boulot, mais une partie du boulot que nous devons faire. Il ne faut pas que nous ayons cette culture de vouloir remettre sur les autres ce que nous devons faire. Donc, le rôle de la mission des Nations Unies de maintien ou de restauration de la paix n'est pas de devenir une force permanente qui garantit l'ordre et la sécurité publique. Ça, c'est la réforme du sous-secteur sécurité et je pense que là, il y a à boire et à manger sous la gouvernance. Lorsque du point de vue de la décentralisation, du point de vue de la gestion administrative, du point de vue de la justice, on ne fait pas l'effort nécessaire pour que le pays soit administré, que le maillage administratif du territoire soit effectif, ce n'est pas le rôle. Je parlais surtout du domaine sécuritaire. Alors, vous dites Luanda Nairobi doivent aller se greffer à ECC5O, le pacte que vous soutenez fermement, vous l'avez dit et redit. Mais pour que dialogue il y ait, il faut que tout le monde ait envie de se parler. Absolument. Apparemment, à Doha, dans les heures qui suivent, gouvernement et AFCM 23 seraient sur le point de le faire. Comment est-ce que vous voyez ce dernier développement ? Ce n'est pas un dernier développement. Je pense que tout ce qui concourt à la paix, tout ce qui concourt à la désescalade de la violence est à prendre. Je dis que l'intérêt qu'il y a à ce que les belligérants, et vous parlez d'un ancien belligérant, nous avons été à Lusaka, nous avons été dans les processus qui ont suivi. L'intérêt à ce que les belligérants puissent se parler, c'est de pouvoir garantir l'effectivité, par exemple, d'un cessez-le-feu. Mais au-delà de ça, il ne faut pas se dire, on a obtenu le cessez-le-feu, les problèmes sont réglés. Oh, mais hier, il y a de vraies questions. Non, ce que je veux dire. Vous avez parlé, vous étiez rebelle hier, vous aussi, vous l'avez dit. Factuel, je vous dis, effectivement, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Absolument. C'est une bonne chose. Oui. Ils peuvent parler. Ils peuvent parler. Mais la solution doit être une solution globale. Il faut trouver une solution globale aux conflits, aux problèmes qui se posent tels que je viens de les énoncer. AFCM 23 en discussion avec le gouvernement, ça règle le problème des Rwandais? Non, ça règle la question, à mon avis, ça va régler la question de la désescalade, d'obtenir au moins les cessez-le-feu. Si vraiment il y a quelque chose que l'on peut attendre et atteindre par le biais d'une telle discussion, c'est d'obtenir la désescalade et d'obtenir un cessez-le-feu. J'avais compris que sur Walikale, les troupes de l'AFC s'étaient retirées. Elles avaient annoncé qu'elles se retiraient, mais on a vu que ce n'était pas tout à fait le cas. Je n'ai pas la situation du terrain, mais je crois savoir que c'est ce qui a été annoncé. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'abord d'obtenir l'arrêt des combats. Ça, c'est important. Et tout le monde, que ce soit au Conseil de sécurité ou dans les cas des initiatives que vous avez énoncées, Nairobi ou Luanda, on a toujours demandé qu'il y ait une cessation d'hostilité. Il faut que ça devienne effectif. À Kinshasa, les consultations politiques, qu'en pensez-vous? Je crois que depuis plusieurs années, les Congolais avons pris une attitude qui n'est pas saine pour la reconstruction et donner de la force à notre pays. Du partage du pouvoir. C'est-à-dire que oui, le partage du pouvoir. Et ça a un coût énorme parce que le plus souvent, ces accords de partage de pouvoir ont pour finalité de faire circuler le pouvoir entre les élites et de ne pas aborder les questions de fond. Nous pensons que ce qui est important, c'est d'aborder les problèmes de fond, ce qui n'a pas été fait. Moi, je vais vous surprendre. Je crois qu'à l'Union sacrée, tels qu'ils sont, on se connaît, on est la classe politique, on connaît les uns les autres. Ils avaient annoncé, à l'issue des élections,
large majorité pour le président, un Parlement contrôlé à 90%, 26 provinces sur 26 qui sont contrôlées par le pouvoir. Je ne vois pas du point de vue politique quel est le maillage, quels sont les maillons qui fait défaut. Ensuite... Qui fait défaut par rapport à la situation actuelle. Non, qui fait défaut. Et donc, il semble avoir l'étendue de tous les pouvoirs. Deuxième chose... Sauf que depuis quelque temps, des Congolais avec l'armée rwandaise menacent le territoire. Non, laissez-moi développer. Deuxième chose que l'on peut constater, c'est que quand on dit « venez », alors qu'en interne, tels qu'ils sont au sein de l'Union sacrée, ils ont les ressources nécessaires pour pouvoir gérer la question. Il n'y a pas de blocage, si vous voulez, politique sur les orientations sollicitées par le gouvernement pour résoudre la crise. Ils ont voulu l'état des sièges, ils l'ont. L'accroissement des crédits à la défense, ils l'ont. Ils ont adhéré en pêle-mêle, en désordre à différentes organisations sous-régionaux, soi-disant qu'on allait trouver la sécurité. Ils l'ont. Il n'y a aucun blocage politique qui soit venu pour entraver l'action du gouvernement. Mais pourquoi nous n'y arrivons pas? Cohésion nationale. Il manque de la cohésion nationale. Ils disent rechercher la cohésion nationale. Non. Pourquoi nous n'y arrivons pas? Nous n'y arrivons pas parce que lorsque les crédits sont débloqués, par exemple, pour la défense nationale, ils sont détournés. Et donc, ça prive notre outil de défense de l'efficacité nécessaire. Pourquoi nous n'y arrivons pas? Parce que le pays n'est pas administré. Pourquoi nous n'y arrivons pas? Parce que la justice ne fonctionne pas. Mais ça, ce n'est pas lié à l'absence de la cohésion, c'est l'orientation politique. C'est pourquoi nous sommes plutôt partisans de l'idée qu'il faille d'abord discuter du fond des problèmes, d'avoir identifié les solutions. Les Congolais ont cette facilité de se mettre d'accord sur le partage du pouvoir pour ne pas savoir quoi en faire, et c'est souvent le cas depuis 7 ans aujourd'hui. Mais jamais pour savoir, on se met d'accord sur quoi qu'il faut entreprendre pour que la situation change. Il faut donc une rupture avec ces pratiques et cette façon de faire. Partager le pouvoir, donner à tel ou à tel autre, ne change pas grand-chose si la vision que l'on a même de l'État, si la manière dont on veut servir l'État ne change pas. Si on ne fait pas le bilan de ce qui ne marche pas, et qu'on n'identifie pas le mal là où il est, on n'en guérit pas. Donc, le fait que ce soit des consultations politiques pour un gouvernement d'union nationale n'est pas le bon intitulé. Si, par exemple, ça avait été des consultations politiques pour ne pas attribuer des postes à Paul, Pierre ou Jacques, pour réellement résoudre un problème sur la question du Congo qui a besoin d'un projet qui fédère, vous aurez dit oui, vous, à ces consultations politiques, non, la question est plutôt mal posée. La question est de savoir, est-ce que c'est une consultation qu'il faut ou est-ce que c'est un dialogue ou une discussion libre entre les parties prenantes? Ici, il s'agit, quand on dit un gouvernement d'union nationale, c'est quelque chose qu'on octroie. Je repose ma question. Je n'étais déjà même plus là, vous m'avez peut-être mal compris. Je vous ai paraphrasé. Oui. Enfin, paraphrasé, c'est Sanga for President. On pense qu'en attribuant des postes à Paul, Pierre ou Jacques, nous allons résoudre le problème. Pour résoudre la question du Congo, il faut un projet qui fédère. Si ces consultations politiques avaient été pour mettre la mise sur pied d'un projet qui fédère, vous, de l'opposition, aurez participé. C'est en cela que je dis que la question est mal posée parce qu'il ne s'agit pas des consultations qu'il faut avoir. C'est un dialogue où les parties prenantes doivent venir. Ce n'est pas une partie qui vient qui dit « moi je vous consulte parce qu'on veut faire ceci ». Non, oui, on doit... Attendez, c'est deux démarches différentes. C'est quelqu'un qui vient, qui octroie et dit « bon, moi je veux faire ceci », c'est une démarche, il est dans son droit, il peut le faire. On n'est pas preneur. Mais par contre, demain, dans le cadre de ce qui est dit avec les évêques par exemple, on ouvre une discussion pour aborder les questions de fond. Pourquoi ça ne marche pas? Et qu'est-ce que nous devons faire? En ce moment-là, à mon avis, je crois que ça crée du sens et ça permet de pouvoir avancer. Voilà ce que je vais dire à ma consultation. Ce qu'il faut faire en fonction de la constitution actuelle, quitte à tout changer. Parce que c'est vrai que lors de notre dernière rencontre, il s'agissait particulièrement de la constitution. Beaucoup de gens disaient, tenant du pouvoir, que la manière à laquelle c'est construit, c'est pas bien construit. Vous-même étiez du même avis avant de dire que c'était pas le bon moment, mais c'est vrai que la gouvernance
selon vous, laisse à désirer. Oh non, après vous avoir expliqué, je pensais qu'on en reviendrait. Je vous disais déjà, pour rappel, à l'époque, qu'on ne pouvait pas en parler. Mais aujourd'hui, vous ne voulez pas de consultation. Le président qui est président, il pourrait consulter et dire, en fonction des consultations que j'ai, il vaut mieux ceci ou cela, quitte à ce que vous vous retrouviez dans ce qu'ils disent ou pas. Vous pensez qu'il faudrait un dialogue pour tout changer? Non. Déjà, le président, il a le droit de dire. Nous avons le droit aussi de dire que nous ne sommes pas d'accord. Y aller ou pas, ce n'est pas une obligation. Il n'y a pas d'obligation constitutionnelle. C'est bien ce que j'ai dit. Alors, ma question, c'était, vous y allez à quelles conditions? Puisque vous voulez un dialogue, mais vous ne voulez pas que ce soit lui seul qui consulte. Si on dit que c'est un dialogue pour changer... Parce qu'il fait partie des problèmes. Le président de la République aujourd'hui a eu les mains libres. Oui, non. Attendez, oui, non, laissez-moi poursuivre. Il a eu les mains libres pour résoudre la crise. Il a demandé les moyens, on lui a donné. Il a voulu faire les accords, il les a faits, parfois en violation de la Constitution. Et il a renouvelé l'état... Ça fait 3 ans qu'il renouvelle l'état de siège. On a fait toutes les remarques qu'il fallait sur cet état de siège. Il a fait les accords bilatéraux pour travailler avec tel ou tel autre. Il a promis, au bout de quelques mois ou de quelques semaines, quelquefois, la fin du conflit. Il n'a pas voulu. Il n'y est pas arrivé. Bunagana était pris. On a fait je ne sais pas combien de temps avant qu'il ne se rende compte que c'était important. Donc, le président de la République, par rapport aux décisions qu'il a prises, représente un problème, il fait partie des problèmes. Et donc, par conséquent, pour pouvoir trouver une solution, il faut une discussion qui soit ouverte. Et pour nous, la médiation offerte notamment par l'ECC-5O représente un cadre où on peut se parler. Et le président, s'il se rappelle encore, quand il était dans l'opposition, nous avons ensemble, à certains moments, discuté de ce type de questions. Et c'était autour de la 5O. À l'époque, aujourd'hui, on a l'ECC, la 5O. On peut discuter de ces questions et trouver des solutions idoines qui peuvent remettre la cohésion, de la cohérence dans ce que nous faisons. Il ne faut pas que tous les processus qui sont engagés aujourd'hui, parce que ça c'est ma crainte, soient utilisés à des fins de retarder la solution. Parce que la solution est urgente. Il y a plus de 10 millions de personnes qui sont déplacées. Il y a une crise humanitaire qui est sans précédent à l'est du pays et tout le monde le dit. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas utiliser ces mécanismes sans considérer l'urgence à résoudre la crise, à traîner et masquer peut-être une autre volonté qui est étrangère à tout ce que l'on affirme. Il faut que l'engagement dans un processus de négociation ou de discussion soit un engagement franc, clair, direct, pour pouvoir avancer. Et cette franchise, vous ne l'aurez que par les prêtres. Cette franchise, ça peut pas être allez, on va pas dire conférence nationale souveraine bis, on va pas dire dialogue congolais bis. Cette franchise ne peut pas se retrouver. Cette franchise ne peut pas se retrouver. Attention, le président a encore un mandat de 3 ans. Cette franchise ne peut pas se retrouver autour d'un débat en direct, en public, où tout le monde se dit et tout le monde expose ses projets. Oui, les débats en direct, en public, c'est pas un spectacle. Ce que je veux dire, c'est qu'il nous faut une tierce partie face à quelqu'un que nous avons identifié, entre autres comme étant une des sources de nos problèmes. La conduite des affaires de l'État. Aujourd'hui, la conduite des affaires de l'État, le manque de gouvernance, manque de clarté, de cohérence dans les initiatives prises en matière sécuritaire, et qui est démontré par l'inefficacité des solutions proposées. Aujourd'hui, au moins, on peut nous croire là-dessus. On peut ne pas nous aimer, on peut ne pas être d'accord avec nous, on peut nous croire au moins sur le fait que tout cela a été inefficace. Et si c'est inefficace, il faut trouver des solutions différentes. Et pour trouver des solutions différentes, il faut changer de méthode et d'approche. Et donc, une partie au problème ne peut pas devenir l'arbitre pour le faire. Il veut le faire, il peut le faire et continuer. À terme, c'est pour obtenir quoi? Politique fiction, selon vous? Un gouvernement vous avez ou une gouvernance élargie avec des obligations et des contraintes pour le président de la République à d'autres, ou une nouvelle gouvernance avec un nouveau leadership? Vous savez, l'expérience de l'Union sacrée montre les limites de cela. Parce que quand il y avait l'Union sacrée, reprenez les discours du président, c'était entre autres résoudre la question de l'Est.
Est-ce que ça a été fait? Est-ce on a montré suffisamment d'entrain là-dessus? Je ne pense pas. Moi, je ne fais pas la politique fiction. Vous avez le droit de faire la politique fiction. Non, moi je pose une question aux politiques qui a une idée de ce qui doit être fait, qui critique parce qu'il est devenu analyste et acteur, et qui, J'ai toujours analysé. Le problème, c'est d'avoir aboli l'analyse dans la politique chez nous et de penser que la pensée est étrangère à l'action. Mais cette émission est un retour à l'analyse qui permet à cette analyse d'être clairement établie. Mais elle est claire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut penser ce qu'il faut pouvoir faire. Une fois qu'on est d'accord sur le contenu de ce qu'il faut pouvoir faire pour redresser les maux que connaît notre pays, pour les combattre, en ce moment-là, on peut savoir avancer. Mais se mettre là aujourd'hui à dire on va faire ça pour tel dessein, c'est tomber dans le piège de ce que nous avons toujours dénoncé. C'est-à-dire, on veut faire quelque chose parce qu'il faut partager le pouvoir ou je ne sais pas faire quoi. Qu'est-ce que vous n'accepteriez pas? Que Félix Tshisekedi reste président de la République, qu'il puisse travailler avec d'autres comme vous, ou ce que vous n'accepteriez pas, c'est que on change. Quels seraient vos interdits dans ce dialogue que vous appelez de votre vœu avec le CC5O? Pour le moment, il faut que le principe soit accepté, que tout le monde s'implique et qu'il n'y ait pas d'atermoiement, des gains de temps inutiles parce que la situation est urgente. On y va, s'il faut y aller, sans arrière-pensée, sans calcul, autre que sauver notre pays. La ligne rouge, je voulais dire, pour nous, c'est la souveraineté de notre pays, c'est l'intégrité territoriale du Congo. Voilà ce qu'est la ligne rouge, qui devait être la ligne rouge de tout le monde. Et quelquefois, les politiques doivent avoir cette humilité de considérer que le sort de nos petites personnes, les unes ou les autres, est en deçà de ce qu'est le destin du Congo. Et il faut bâtir ce destin. Et pour nous, c'est la refondation du Congo. Il faut y arriver. Et je suis aujourd'hui un homme heureux de savoir que beaucoup se réclament de la refondation du Congo. Beaucoup disent qu'il faut refonder ce pays, il faut le réformer en profondeur, il faut attaquer. Allons-y, regardons quels sont les problèmes et que le pacte républicain soit refondé et repensé autour de ces principes et valeurs qui doivent lier tout le monde. Le reste, pour moi, est accessoire. Un pacte républicain avec Corneille Nangaa, un pacte républicain avec l'AFC M23 qui s'est allié au Rwanda, le Rwanda qui depuis, on va dire, 30 ans. C'est vous qui m'avez dit ici que les discussions avaient commencé à Doha. Parce que non, je vous parle de votre ligne rouge à vous. Je parle plus de ce que font les autres. Votre ligne rouge à vous. On ne peut pas avoir des lignes rouges. Alors que vous m'avez posé la question tout à l'heure pour dire quel était l'intérêt de cette discussion directe entre le gouvernement et l'M23. Je vous ai dit, il peut obtenir le cessez-le-feu. Mais une fois qu'on a obtenu ça... Et vous vous êtes arrêté au cessez-le-feu. Oui. Une fois qu'on a obtenu ça, ça fait partie du processus, ça enclenche un processus. Il faut effectivement qu'il y ait une discussion inclusive de tous les Congolais sans exclure... Où on reparlerait de brassage, au sein de l'armée notamment. Et on reculerait j'ai des solutions beaucoup plus radicales. On pourrait y revenir, j'ai des solutions beaucoup plus radicales. Je pense que quand on parle de brassage, parce que je sais que c'est devenu une chanson, mais refaire une armée est une question ardue. C'est une question de politique publique qui doit s'inscrire dans le temps. Et il faut que les principes autour desquels on s'est mis d'accord pour rebâtir cette armée soit respecté par tous. On pourra reparler en profondeur de cette question, mais je pense qu'il y a un travail en profondeur qu'il faut faire sur le sous-secteur sécurité dans notre pays et qui intègre, comme on l'a dit dans le projet de la refondation, aussi bien la question de la gestion de la territoriale, celle de la justice, les services de renseignement, l'armée et la police. Ma question, c'était plus de brassage. Vous êtes avocat, je dois le rappeler. Je vous dis qu'on peut aller... Il faut J'avais dit doublement tout à l'heure. Plus de brassage, plus de mélange, plus de partage, quel que soit, au niveau du pouvoir, au niveau de l'armée, avec une solution finale
qui ne sied qu'à la République démocratique du Congo et non pas à des Il individus. faudra regarder l'intérêt général. Les Congolais doivent se regarder en face pour dire qu'est-ce que nous voulons pour notre armée. Si nous voulons arriver à une armée qui soit à la fois dissuasive et qui ait une dissuasion crédible, qu'est-ce qu'il faut entreprendre? Et tout ce qui va à l'encontre de cela, il faudra pouvoir l'écarter. Mais il faudrait ensuite que les politiques se tiennent à ce qui est fait. Le problème que nous avons souvent, c'est que nous prenons des lois, nous prenons des principes, mais quand il faut les mettre en œuvre, plus personne au rendez-vous. Est-ce que le brassage va à l'encontre de cette armée nouvelle telle que vous Je la crois qu'il y voyez? a des lois dans notre pays, je crois qu'on s'était dit qu'il n'y aura plus de brassage, c'est ce qu'on avait dit, il y a plus de brassage. Mais quand on dit qu'on n'a plus de brassage, quand on a amené la loi sur les réservistes dans notre pays, on a amené la loi sur les réservistes, parce que vous insistez. Mais moi j'étais contre cette loi, parce que je savais que c'était une loi qui allait faire pénétrer dans l'armée des gens qui n'ont pas la formation militaire pour pouvoir le faire. Comme C'est le maintien. réservistes. Attention, les Oui, réservistes, comme réservistes. ne sont pas membres de l'armée, ils sont réservistes. Oui, mais c'est ça, c'est tout ça. Je ne vais pas faire des filouteries, moi. Je dis, quand on veut faire une armée, on définit le cadre, les règles pour intégrer l'armée, la manière dont on gère les carrières des militaires, la condition des militaires, les règles d'engagement des forces, et comment on administre tout ceci, comment on organise la chaîne logistique, quelle est notre doctrine en la matière, comment on investit dans les infrastructures militaires. Et tout ça doit être défini, être respecté par tous pour définir le type, le format de l'armée que nous voulons pour demain. L'armée que nous voulons pour assurer et garantir l'indépendance. Ça ne doit pas être quelque chose qui est tributaire de celui qui est au pouvoir et qui en fait à sa guise. Parce que c'est une chose importante qui fait partie justement de cette cohésion. Il faut éviter de regarder l'armée comme étant un instrument à la disposition de celui qui est au pouvoir, parce qu'en le faisant ainsi, on casse la cohésion nationale justement. Donc plus de brassage. Je dis, plus de brassage, il ne faudra pas de brassage. Mais je vous dis que nous réservons ça à des discussions à venir. Nous avons des solutions beaucoup plus radicales qu'il faudra discuter avec tous les autres en ce qui concerne l'armée. Il faudrait pouvoir avancer, c'est-à-dire que tout en disant non au brassage, il faut éviter qu'en interne, ceux qui sont au pouvoir utilisent tout de même le brassage. Quand on dit utiliser le brassage, ce n'est pas seulement intégrer les groupes armés, mais c'est d'interdire, y compris à ceux qui sont au pouvoir, d'intégrer les groupes armés, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui et que beaucoup ne dénoncent pas.